Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. À la une de l'actualité au Burkina Faso, la transition civile se profile. Le président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, est en visite ce lundi à Ouagadougou pour accompagner le processus. Le processus électoral toujours dans l'impasse au Bénin. La liste électorale permanente informatisée est toujours en cours de correction et sans elle, aucun scrutin n'est possible. Et puis en Afrique du Sud, les syndicats menacent de mener des grèves massives dans le secteur agricole. Ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Mais avant de développer ces titres, l'Union africaine au chevet du Burkina Faso, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est président en exercice de l'institution et ce lundi à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Pour rappel, l'Union africaine avait lancé un ultimatum de 15 jours pour un retour du pouvoir aux civils sous peine de sanctions. Mais la visite de ce jour est destinée à encourager les différentes parties à mettre en place une transition apaisée dans les plus brefs délais. On écoute à ce propos Samuel Nguimbok, éditorialiste. La marge de manœuvre de l'Union africaine pour régler la crise burkinabé, je pense que cette marge de manœuvre n'est pas trop importante. En revanche, l'Union africaine peut jouer un rôle diplomatique important parce que, bénéficiant aussi d'une autorité internationale, l'Union africaine peut amener les différentes parties à se retrouver autour de la table et de trouver une solution qui soit unanimement partagée entre les parties en présence. Donc le rôle diplomatique de l'Union africaine est acquis pour le règlement définitif de cette situation transitoire, mais sur le plan matériel, je ne vois pas les différents leviers que l'Union africaine peut avoir pour, sur le terrain, agir efficacement. Au Bénin, le président Boni Yayi ne briguera pas un troisième mandat en 2016. Mais avant le scrutin présidentiel, d'autres échéances électorales sont en attente depuis plus d'un an. La liste électorale permanente et informatisée n'est toujours pas prête. L'exécutif béninois annonce le déblocage de la situation pour le 17 décembre prochain. Anan Faro. Quand auront lieu les prochaines élections au Bénin? Le processus électoral crée la confusion depuis juin 2013, date à laquelle les mandats des conseillers municipaux, communaux et locaux sont arrivés à échéance. Mais les scrutins n'ont toujours pas eu lieu, la liste électorale permanente et informatisée n'étant pas encore disponible. À ce jour, elle reste toujours en cours de correction. C'est-à-dire que l'élément principal, c'est la liste électorale. Parce qu'on peut reprocher que le président de la République n'a pas convoqué le corps électoral par-ci, par-là, mais le président de la République ne peut convoquer le corps électoral sur la base d'une liste électorale. Et cette liste, nous sommes en train de tout faire pour que cette liste-là soit effective. L'exécutif béninois avance la date du 17 décembre pour présenter la liste électorale informatisée définitive. Le scrutin législatif est annoncé en mars 2015 et la présidentielle en 2016. Les autorités tiennent à recadrer le parallèle fait par de nombreux observateurs sur la situation politique au Bénin avec celle au Burkina Faso. C'est-à-dire le maintien des chefs de l'État au pouvoir, ce n'est pas le cas du Bénin. En tant que les Béninois, mes compatriotes avaient pensé que le chef de l'État était demandeur ou preneur d'un troisième mandat, mais j'ai eu l'occasion de le dire au Bénin que le chef de l'État, le Dr Yayi Boni, n'est ni demandeur ni preneur d'un troisième mandat. Donc il est prêt en 2016 pour que son successeur soit installé au Palais de la République. Âgé de 62 ans, Boni Yayi a été élu président une première fois en 2006, puis en 2011. En 2013, l'exécutif béninois avait soumis au Parlement un projet de révision constitutionnelle qui avait été rejeté par la Commission des lois. Suite aux manifestations de l'opposition fin octobre, le président béninois a décidé de reculer. Le projet de loi qui devait passer devant l'Assemblée nationale a finalement été abandonné. En Mauritanie, le mouvement pour la refondation, le pacte national pour la démocratie et le renouveau démocratique, trois partis de l'opposition formant actuellement un cadre dénommé Alliance patriotique, ont engagé une réflexion en vue de créer une coalition et à terme fusionner en un seul parti. Aminata Diak.
L'opposition se mobilise en Mauritanie. Le mouvement pour la refondation, le Pacte national pour la démocratie et le renouveau démocratique, 3 partis politiques formant le mouvement dénommé Alliance patriotique, ont engagé une réflexion en vue de créer une coalition forte. Pour le leader du MPR, Hamidou Babakan, il est important aujourd'hui de préparer l'alternance démocratique en Mauritanie. Il y a une réflexion que nous avons engagée depuis bientôt quelques mois visant, en fait, c'est pour réaliser les objectifs de l'alternance dans notre pays. Il y a un émiettement des forces politiques. Nous ne pensons pas que c'est utile, que ça serve la démocratie. Nous avons également un peuple qui est divisé par, évidemment, les mauvaises pratiques des pouvoirs, des gouvernants, ça et si bien divisé autant du point de vue d'abord ethnique, du point de vue régional, du point de vue tribal. Donc nous voulons rassembler les Mauritaniens autour d'un projet de société, d'un programme politique. Les partis de l'opposition comptent s'imposer dans le paysage politique afin de garantir la mise en place des mécanismes de la démocratie. Et compte tenu de la situation de transition dans laquelle nous sommes, disons de recomposition du paysage politique, depuis la chute de la dictature de Taya, nous pensons que le moment est venu aujourd'hui d'offrir un espoir en fait au peuple mauritanien et de recrédibiliser en réalité les formations politiques et d'avoir une grande formation politique qui pourra à la fois être bien sûr une coalition électorale, mais à terme qui pourra être un parti unifié. Les 3 formations politiques initiatrices de ce projet avaient boycotté les élections législatives et municipales de novembre 2013 et la présidentielle de juin 2014. Aujourd'hui, elles se donnent toutes les chances pour reconquérir la démocratie et accéder aux instances de décision du pays. En Afrique du Sud, 2 ans après les grèves dans la région du Cap, les ouvriers agricoles ne sont toujours pas satisfaits. Ils menacent d'interrompre le travail et militent pour une revalorisation salariale et de meilleures conditions de vie. Le point avec Marina Vanier. Tension au sein du secteur agricole sud-africain. Les syndicats d'agriculteurs menacent d'aller en grève si leurs revendications soulevées il y a 2 ans ne trouvent pas satisfaction. De novembre 2012 à janvier 2013, les ouvriers agricoles de la région du Cap avaient entamé plusieurs mouvements de grève émaillés de violence. Leur principale revendication était une revalorisation du salaire journalier de 6 € à 13 €. En mars 2013, le gouvernement a consenti à une augmentation à 9 € environ, indexée sur l'inflation dans les années à venir. Mesure jugée insuffisante pour les syndicats. Nous sommes à la recherche de solutions. Déjà, nous allons mettre une pression politique sur le gouvernement national et le gouvernement provincial, puis examiner la question de l'échelle locale, et ensuite sur les agriculteurs eux-mêmes par voie d'action de grève. Autre exigence des agriculteurs, les conditions de vie jugées précaires. Ils se plaignent notamment de la mise en œuvre de la politique de salaire sectorielle, mais aussi de l'augmentation des expulsions agricoles. En ce qui concerne les conditions de vie, la plupart des producteurs de fruits et des agriculteurs dans le Western Cape sont des exportateurs qui sont contrôlés par des cabinets d'audit indépendants sur plusieurs choses, notamment sur leurs cotisations sociales, sur leur logement. Nous trouvons qu'il est très difficile de croire qu'il y a vraiment de mauvaises conditions de vie dans les fermes. Dans la région de Western Cape, le secteur agricole est le principal moteur de l'économie. Si les grèves étaient amenées à reprendre, cela nuirait fortement à l'économie sud-africaine, déjà mise à mal par les mouvements sociaux observés dans le secteur minier. L'Afrique du Sud a revu à la baisse sa croissance 2014 avec une nouvelle estimation de 1,4% contre 2,7% initialement prévue en février. Dans le reste de l'actualité, c'est officiel. Joseph-Antoine Bell est candidat à la présidence de la FECAFOOT. L'annonce a été faite ce dimanche lors d'une conférence de presse à Yaoundé, au Cameroun. Le poste de président de la Fédération camerounaise de football vacant depuis l'incarcération d'Ia Mohamed devrait être pourvu après les élections fédérales du 29 novembre prochain. Pour rappel, c'est la 2e fois que Joseph-Antoine Bell est candidat à la présidence de l'institution. Il se donne pour mission de faire renaître un football camerounais en perte de vitesse depuis quelques années. On l'écoute. Nous avons nié ce que nous étions.
nous avons refusé de voir que nous étions sur un mauvais itinéraire. Mais aujourd'hui, le constat est simple. Il y a 1 an et demi qu'a été mis en place un comité de normalisation. On ne peut normaliser que ce qui est anormal. Ça veut dire que le monde entier nous a vus comme des anormaux. Et donc, nous sommes obligés de montrer notre capacité à faire autrement. Et c'est pour cela que je me présente et c'est pour cela que je trouve plutôt naturel qu'un homme neuf, qu'un homme qui n'a pas participé à ce qui a été considéré par tous comme anormal, puisse se présenter pour pouvoir diriger les affaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.